Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Alors avec au menu de cette émission, le débat politique est votre domaine de compétences ministérielles, la politique de la ville, sur fond de rodéo urbain qui vire à l'attaque sauvage comme hier à Évian, d'entorse à la laïcité et aussi d'explosion de l'antisémitisme. 80 ans après, que reste-t-il de l'esprit du 8 mai 1945, de l'esprit de résistance? Comment favoriser le vivre ensemble malmené par la France insoumise et ses élus depuis le pogrom du Hamas du 7 octobre? Mais pour commencer, Juliette Méadel, ce qui fait l'actualité de ce dimanche, de ce week-end, c'est la visite d'Emmanuel Macron avec les dirigeants allemands, britanniques et polonais hier à Kiev. Quel signe faut-il y voir? C'est un signe d'espoir et je dois dire que le rôle du président de la République a été décisif. On voit bien que la France a su prendre l'initiative et que cette initiative-là rencontre aussi l'intérêt des États-Unis et de Donald Trump qui veut absolument cesser le feu et la paix derrière. Et alors, la déclaration effectivement de Poutine d'hier soir... On précise les choses pour nos auditeurs. Hein. Donc, Emmanuel Macron et ses homologues avec Volodymyr Zelensky ont proposé un cessez-le-feu de 30 jours, immédiat. Proposition à laquelle Vladimir Poutine a répondu en proposant des négociations directes à l'Ukraine dès jeudi prochain. Il y a quand même un progrès. Il y a un progrès, indéniablement, il y a un progrès. On sent qu'on avance vers une stabilisation. Et moi, je trouve que le rôle de la France a été décisif. C'est la seule puissance nucléaire en Europe, en tout cas dans l'Europe actuelle. Dans l'Union européenne. Et elle a su aussi faire l'alliance avec les Anglais, avec les Allemands. La scène qui s'est déroulée notamment à Kiev entre le président de la République, Emmanuel Macron, et son homologue allemand et anglais montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se redynamiser et que la France est à l'initiative. Je dois dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Espérons que ça dure. Oui, mais bien sûr que je suis fière. Et en même temps, il faut être prudent. On ne sait pas. Chaque jour apporte son lot de surprises. Et il faut être prudent parce que Poutine et Trump sont deux personnages, on va dire, imprévisibles. Assez curieux, imprévisibles. Le vrai danger, c'est Trump ou c'est Poutine? Écoutez, je qualifierais ni l'un ni l'autre. Je m'en garderai bien à ma modeste place de ministre de la Ville. Vous êtes diplomate. Mais absolument. Et vu la sensibilité de ces sujets-là, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères savent qualifier les situations. Donc je ne vous demande pas qui est le plus faux, si c'est Trump ou Poutine. Non, je ne répondrai pas. Est-ce qu'on ne revit pas avec Trump et Poutine une séquence de la série? Vous vous souvenez, Ces malades qui nous gouvernent? Laquelle? Ces malades qui nous gouvernent, c'est un livre qui est paru dans les... je croyais que vous parliez de séries américaines. Oui, mais c'est aussi, c'est passé dans des séries, dans des films. Ces malades qui nous gouvernent, on parlait de ça dans les années 70. Oui, ou du Docteur Folamour. Voilà. J'espère que non. C'est pour ça qu'on a besoin d'une Europe forte, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un leadership et que la France a quelque chose à construire dans ce nouvel équilibre mondial. Et je dois dire que l'initiative est prise et bien prise. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux, notamment à LFI, ORN, qui disent qu'Emmanuel Macron joue la peur dans la crise en Ukraine en voulant se refaire une santé politique? Je trouve que ça n'est pas... Oui, mais bien sûr, mais tout ça n'est pas à la hauteur du moment et je pense que nos concitoyens ont besoin d'action. Vous voyez, moi, je crois beaucoup au langage de l'action en politique. Et c'est ce que, fait le président, mais surtout au niveau politique international. Le langage de l'action, c'est par exemple cette scène, c'est par exemple cette scène d'union entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne hier. C'est ça le langage de l'action. Cette union, cette réinstallation de la Grande-Bretagne dans l'Union, après le Brexit. Après le Brexit, c'est un signe, c'est ça qui renforce l'identité européenne. Et si on doit la faire d'abord à trois, avec nos partenaires historiques, que sont les Anglais et les Allemands, mais c'est aussi comme ça qu'on montre qu'on avance, qu'on construit et qu'on agit. Alors au passage, cette crise internationale, elle fait bondir quelque part Emmanuel Macron dans les sondages, alors que la cote de François Bayrou, votre Premier ministre, est au plus bas. Est-ce que ça vous paraît injuste ? Moi, je trouve qu'il y a une grande stabilité, que François Bayrou est le seul à avoir permis. Mais peu importe les sondages, c'est ce qui compte pour nos concitoyens, et moi je le vois en tant que ministre de la Ville, c'est la stabilité. Pourquoi c'est important la stabilité ? Parce qu'on a un budget, et vous voyez, moi ça m'a permis de financer les associations politiques de la ville. Pourquoi ? Parce que j'ai un budget, et c'est ce que me disent tous les citoyens que je croise sur le terrain, et Dieu sait si j'en croise. On a besoin que l'État soit présent, on a besoin que ça fonctionne, on a besoin que les budgets soient utilisés. Bon, ça, c'est à mettre à l'actif du Premier ministre qui sait, par un savoir-faire qu'il a développé depuis toujours, faire travailler des gens qui ne pensent pas la même chose. Est-ce qu'on pense tous la même chose au gouvernement ? Non.
que vous venez de la gauche. Oui, puis je suis de la gauche républicaine. Je ne suis plus adhérente du PS, mais je suis de la gauche républicaine depuis toujours. Pourquoi ? Parce que je crois que la sécurité n'est pas une valeur de droite et je pense que la question migratoire se réglera d'abord par une vraie politique d'intégration. Mais au-delà de tout ça, ça dit quoi ? Ça dit que François Bayrou sait trouver des équilibres. Parce que c'est aussi sa formation. Il n'aime pas qu'on dise Bayrou, c'est Bayrou. François Bayrou aime ça. Mais moi, je me sens très à l'aise là-dedans. Je ne pense pas qu'on ait besoin, en ce moment en France, dans le contexte géopolitique que vous avez décrit, et dans un contexte où certains sèment les ferments de la guerre civile en France, je ne crois pas que nous ayons besoin d'un Premier ministre qui fasse de la politique politicienne. Et le Premier ministre actuel s'est rassemblé au nom de l'intérêt général. Alors, et ça, c'est très fort. On va reparler de lui. Mais d'abord, Emmanuel Macron, il intervient mardi sur TF1. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui ? Le président de la République sera évidemment dans son rôle, mais il va probablement parler de l'Ukraine, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, des perspectives à venir. C'est toujours bon pour le pays d'avoir une expression du président de la République. Mais alors, on attend surtout, il doit annoncer mardi soir sur TF1 des référendums sur des thèmes sociétaux comme le service national, la fin de vie ou les ravages causés sur les plus jeunes par les écrans. François Bayrou en propose un autre sur les finances publiques. Est-ce que ces deux types de référendums sont compatibles ? Ce qui est toujours bon, ce qui est toujours compatible avec l'intérêt général, c'est qu'on pose des vraies questions aux Français, mais des questions sur des sujets importants. Moi, je crois que la question des finances publiques est un sujet important. Pourquoi ? Parce qu'on arrive aujourd'hui à un niveau de dette tel qu'il faut qu'on demande l'avis aux Français. Donc un référendum, mais qui serait quelle question ? C'est tout l'enjeu. C'est un travail qui mérite une discussion qui a lieu d'ailleurs entre le président de la République et le Premier ministre régulièrement. C'est aussi le travail du gouvernement, des institutions, de la concertation. Le référendum, c'est jamais qu'une pierre de plus à l'édifice de la Ve République, avec les lois, les consultations parlementaires. Et tout ça fait partie aussi du poumon de notre démocratie. Et donc, c'est toujours bon à prendre. Selon un sondage publié aujourd'hui, dette et fiscalité, immigration et retraite sont en tête des souhaits des Français en ce qui concerne des questions posées dans le cadre d'un référendum. C'est des questions qui vous paraissent justifiées ou pas ? Mais plus que légitimes. Y compris l'immigration ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas un référendum sur l'immigration ? Attendez, il n'y a pas, par définition, il n'y a pas de question taboue dès lors qu'il s'agit d'un référendum. Moi, je considère... Parce que, a priori, la Constitution ne le permet pas. Il n'y a pas de sujet tabou. Toute la question ensuite, c'est comment vous posez la question. Tout le sujet, c'est la façon dont vous allez poser la question. Sur l'immigration, vous posez quoi comme question ? Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un référendum sur l'immigration. Je suis juste en train de vous dire qu'à partir du moment où le président de la République et le Premier ministre réfléchissent à l'idée d'organiser un référendum sur l'un des sujets que vous avez évoqués, d'abord, ça sera évidemment fait dans le cadre constitutionnel, mais par ailleurs, personne ne peut avoir peur de la démocratie en France. Y compris sur l'immigration, on est d'accord. Mais sur tous les sujets. Surtout. Alors, ce pas de deux sur le référendum entre Emmanuel Macron et François Bayrou, est-ce que c'est pas le signe que le couple exécutif est désaccordé ? Mais au contraire, c'est une belle complémentarité. Ouais. C'est une complémentarité d'ailleurs qu'on voit vivre encore ce matin. On a un président de la République qui a une initiative et un leadership remarquable au plan international. On a un Premier ministre qui s'occupe, comme c'est prévu par la Constitution de la Ve République, du budget, de ce qu'on appelle les affaires intérieures. Tout ça me semble parfaitement équilibré. Emmanuel Macron qui entend reprendre la main, est-ce qu'il en a les moyens ? Ou pas ? Mais le président de la République est dans son rôle. On vient de parler de la paix mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle plus important que celui-là ? Et au niveau franco-français ? Et au niveau franco-français, il rentre effectivement toujours dans son rôle, qui est son rôle de leader, de président de la République, qui fait aussi vivre une Ve qui est malmenée. Je trouve qu'on a tous les jours, et on va en parler, on a tous les jours des actes de fracturation de la démocratie, avec des mouvements, vous voyez encore l'extrême droite qui manifestait hier, en nombre, avec des images très inquiétantes. On a des insoumis et Jean-Luc Mélenchon qui n'hésitent pas à chercher à diviser et à attiser une forme de guerre civile. Donc nous avons besoin d'un président de la République solide et d'un Premier ministre solide, et c'est le cas du couple exécutif actuel. Vous avez parlé du budget, référendum sur le budget donc proposé par François Bayrou, alors que l'exécutif cherche à économiser 40 milliards d'euros. Est-ce que ce référendum permettrait vraiment de clarifier les choses ? Mais précisément parce que les temps sont durs, et précisément parce qu'il va falloir les trouver, ces 40 milliards d'euros, c'est pas une mauvaise idée que de dire on discute.
c'est ouvert. Il y a une telle hypothèque sur l'avenir de la société française à cause de la dette publique que ça doit nous revenir, à nos citoyens. Et ça interroge aussi l'avenir de nos enfants. Donc oui, c'est un sujet de débat national. Mais est-ce que poser cette question aujourd'hui, constater ce qui se passe, c'est pas la preuve, comme le disait François Fillon, il y a déjà 18 ans, que la France est un État en faillite? La France n'est pas un État en faillite. On reste aujourd'hui un État où on nous prête de l'argent à l'international et où les marchés financiers continuent à nous faire confiance. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas du tout un État en faillite. En revanche, est-ce qu'il faut qu'on gère autrement nos finances publiques? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on discute, qu'on rediscute? C'est un sujet vraiment qui relève d'une très très large consultation, voire d'un référendum. Est-ce qu'il faut qu'on rediscute la question de savoir qui paye quoi, pourquoi faire? C'est ça, le contrat social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui doit payer le plus d'impôts et quel est l'objectif. Ça veut dire qu'il faut toucher aux impôts? Ça veut dire qu'il faut retravailler sur tout, la protection sociale. Il faut tout remettre à plat. On ne peut pas aujourd'hui continuer comme ça. Il faut tout remettre à plat. Peut-être qu'il faut demander aux Français ce qu'ils sont prêts à revoir et qu'est-ce qu'il faut remettre à plat. Est-ce qu'il faut remettre à plat la protection sociale, plus la politique familiale, plus la politique fiscale, plus la répartition des prélèvements obligatoires? C'est cette question qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir? Et d'ailleurs, ça vous concerne en tant que ministre de la Ville? Mais ça me concerne plus que jamais. En ce qui concerne la politique familiale. Je vais vous dire et la protection sociale. Ce qui est fondamental, c'est de considérer que la politique familiale et la protection sociale, ce sont des investissements. Et ce que je vois tous les jours, c'est que si vous ne vous occupez pas de la prévention de la violence, de la prévention de la souffrance, de la prévention de la maladie, vous dépensez beaucoup, beaucoup après et pour des résultats faibles. Donc, il faut tout miser sur l'enfance, c'est-à-dire pour tout miser sur les premières années de vie du citoyen à mains égards. Ça, c'est un investissement. Je pense que ça mériterait que les Français donnent un mandat pour ça. Je pense à l'école, je pense à la santé, je pense à la politique familiale, je pense à la petite enfance, je pense à la santé psychique, au sport, à la culture. Tout ce qui fait qu'un enfant grandit bien, c'est un investissement pour l'avenir. Ça n'est pas que moi qui le dis. C'est un économiste libéral américain qui s'appelle James Heckman, qui était prix Nobel dans les années 70, et qui dit ceci: 1 euro d'argent public que vous dépensez sur le quotidien d'un enfant de 0 à 10 ans, c'est comme si vous économisiez 10 euros à l'âge adulte. Mais là, il y a des milliards et des milliards d'euros dépensés pour l'école. Mal dépensés pour tout ce qui relève de la prévention. On pourrait faire beaucoup mieux. C'est notre conviction d'ailleurs, avec Elisabeth Borne, avec Yannick Neuder, avec lesquels nous sommes en train de préparer des annonces, ministre de la Santé, parce que nous sommes convaincus. On est en train de travailler à des annonces, notamment dans les quartiers politiques de la ville, pour prévenir la souffrance psychique, pour mieux accompagner les enfants et pour que cette fameuse maxime « il faut tout un village pour élever un enfant », ça devienne un sujet politique et que dans les quartiers politiques de la ville, on s'occupe des enfants et que tout le monde s'occupe des enfants. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des enfants abandonnés, laissés, livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Pas parce que les parents sont défaillants, mais les familles monoparentales, la vie est dure. C'est les mères qui gèrent tout. C'est aux mères que revient la charge de les éduquer, de les élever, de les nourrir, de travailler. Les pères sont souvent partis, dans le cadre des familles monoparentales. Vous savez, 95% ce sont des femmes. Donc les pères sont pas là. Et donc elles gèrent tout. Vous voyez, c'est pas possible de laisser une femme seule faire face à 2 ou 3 enfants, plus un travail souvent nocturne, parce que ce sont souvent des femmes qui travaillent dans l'entretien ou dans des travaux difficiles, et de considérer que c'est leur affaire. Non, c'est l'affaire de toute la société. Et alors comment, parce que s'il y a des dépenses complémentaires à faire, il faut faire en tout cas, de toute manière, pour trouver ces 40 milliards d'euros d'économies, il faut trouver des économies. Il faut quoi? Renier sur les dépenses de santé, sur le budget des collectivités locales, ça vous concerne, sur le social ou en augmentant les impôts? Il faut d'abord dire, est-ce qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que la prévention, c'est fondamental? On va même en parler sur les questions de sécurité. La prévention. Tout se joue sur l'éducation. Si on arrive à convaincre les Français qu'on doit mettre l'accent à cet endroit-là de la vie, ça veut dire qu'on dépensera mieux. Mais déjà, c'est un problème politique, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Certains considèrent que ce sont des dépenses résiduelles. Vous avez des villes, vous avez des communes où on diminue, dans ma ville de Montrouge, par exemple, on diminue les dépenses sur la petite enfance, on diminue les loisirs, on diminue la culture, mais tout ça, c'est pas accessoire. Et on vous dit, parce que l'État... Parce qu'on met plus dans la police municipale, par exemple. Les subventions... Mais parce qu'après, c'est des choix. Vous avez des communes qui décident de dépenser plus pour leur communication, la communication à la gloire du maire, ou pour la police municipale qui est surarmée, que pour l'enfance et la petite enfance. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est un débat dans le pays pour que tout le monde soit bien convaincu
que 1 euro dépensé sur un enfant, c'est 10 euros d'économiser après. Mais ça, c'est un débat politique. Alors, et ça, c'est une dépense intelligente. Même la Cour des comptes le dit. Débat politique, justement, François Bayrou, il entend, à travers son référendum, prendre les Français à témoin. Est-ce que c'est pas une manière, quelque part, de se dire, s'il faut tomber, autant tomber la tête haute? Je ne crois pas que le Premier ministre se mette dans la perspective de tomber. En tout cas, je peux vous dire que le gouvernement est très à l'action, et donc on n'est pas dans les projections. Moi, je trouve qu'encore une fois, il n'y a pas de risque à consulter les Français par référendum. Un référendum sur la réduction des dépenses publiques, la réduction des dépenses de santé. Mais je crois beaucoup à la démocratie, et j'ai tout à fait confiance dans le vote populaire. Il y a une intelligence naturelle de la démocratie française. Et le référendum ne nous a jamais conduit, en France en tout cas, à des situations, en tout cas depuis 1958, à des situations qui étaient objectivement contraires à l'intérêt général. C'est la vox populi, c'est avec la volonté générale. 2005, hein. Mais 2005, les Français... Moi, j'ai voté oui au traité constitutionnel, mais les Français ont dit non, et ils avaient de bonnes raisons de le faire. Hein. Mais si on ne respecte pas la voix des Français quand ils sont consultés par référendum, alors il n'y a plus de démocratie. Donc c'est ça le problème. Mais donc il ne faut pas avoir peur du référendum. En revanche, il faut poser des questions intelligemment. Intelligemment. Alors, autre dossier qui concerne François Bayrou. Il a été quelque peu malmené par les remous autour de l'affaire Betaram. Qu'est-ce que vous attendez de son audition qui a lieu mercredi devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, Betaram? Moi, j'ai une confiance dans le Premier ministre, dans l'homme que je connais. Ce que je trouve très important avec cette affaire Betaram, c'est que grâce à la presse, on a mis à jour de la souffrance des enfants dans cette institution qui est horrible, qui est choquante. Est-ce qu'il faut raser Betaram ? En tout cas, il faut le contrôler sérieusement, voire éventuellement prendre des mesures, mais c'est la ministre de l'Éducation nationale qui le fera, mais il faut prendre des mesures très sérieuses pour vérifier que tout s'est arrêté. Et s'il y a le moindre soupçon, effectivement, il faut prendre des mesures conservatoires. Conservatoire, c'est-à-dire fermeture de cette école ? Ça veut dire qu'il faut examiner où on en est et ne pas hésiter à fermer si on constate qu'il y a encore des violences contre les enfants. Mais dans toutes les institutions de la République, que ce soit des écoles privées, des écoles libres, des écoles publiques, la souffrance enfantine est juste inadmissible, c'est des traumatismes à vie. Regardez le nombre de jeunes qui sont en dépression profonde parce qu'ils ont été soit violentés, soit agressés sur le plan sexuel dans ces institutions. C'est des destins brisés. C'est des destins brisés qui ensuite reproduisent ces actes de torture sur d'autres. Comment on explique que ça a duré des dizaines d'années ? La loi du silence, hélas. Je me suis occupé beaucoup des victimes. Il y a une terreur. Sous François Hollande, je m'occupais des victimes de terrorisme, de violence, etc. Il y a une terreur, il y a une sidération de la victime. Quand on est victime d'une agression, que ce soit une agression sexuelle ponctuelle, que ce soit répétée, que ce soit un crime, que ce soit un attentat, il y a une sidération de la victime. Surtout quand il s'agit d'enfants et que ce sont des adultes en position d'autorité, en position d'enseignement, qui leur intiment l'ordre de se taire. Et d'ailleurs, ça fait partie des reproches que fait le co-rapporteur de cette commission et donc le LFI Paul Vannier et plus globalement les élus LFI. Est-ce que vous croyez, donc des accusations qu'on émet à l'encontre de François Bayrou, est-ce que vous considérez qu'LFI cherche à abattre le Premier ministre, que c'est un procès politique dont il est la cible ? Mais évidemment qu'LFI cherche à abattre tout ce qui n'est pas elle-même. Vous savez, on le sait bien, les Insoumis, on le sait, c'est une secte antidémocratique qui veut supprimer tout ce qui ne lui ressemble pas. Donc là, il s'indigne sur Betaram. Oui, mais qui ne s'indignerait pas sur Betaram ? Évidemment. Mais enfin, ils ont aussi l'indignation sélective. Hein. Moi, je me souviens de ma ville de Montrouge où j'ai défendu des enfants en situation aussi de souffrance et où LFI ne s'est jamais manifesté pour me soutenir face à un maire de droite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce sujet de Betaram est un sujet qui, hélas, touche probablement d'autres institutions. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on lutte contre la pédophilie dans les institutions où il y a à l'école ou ailleurs, on sait qu'il y a un silence des victimes et qu'il faut lutter contre ce silence, protéger les victimes, écouter leurs paroles et sanctionner de façon exemplaire toutes les institutions qui ont fermé les yeux sur ce type d'agissement. Actualité politique. Dans une semaine, le congrès de LR et les militants LR vont désigner leur futur président. Vous êtes plutôt
Retailleau, plutôt Wauquiez? Écoutez, je me garderais bien de prendre position sur le débat de la droite. Ils ont déjà assez à faire comme ça. Vous êtes ministre du même gouvernement que Et Bruno comme Retailleau. je suis en plus membre d'un... Non seulement je ne suis pas adhérente de LR, ça vous a pas échappé, et donc je me garderais bien de prendre position là-dedans. Non, je trouve que c'est plutôt sain qu'il y ait des débats internes dans les partis politiques, il en faut. On parlera de LFI tout à l'heure. Je pense que ça doit faire partie aussi de la vie politique. Faut juste que chacun garde la mesure, mais le ministre de l'Intérieur s'y emploie, et je souhaite aussi qu'en face, son concurrent préserve aussi également quand même la dignité des débats politiques. La ministre issue de la gauche que vous êtes du Parti Socialiste, est-ce qu'elle est à l'aise dans un gouvernement dans le ministre de l'Intérieur et Bruno Retailleau? Écoutez, si j'étais mal à l'aise, je ne vous cache pas que d'abord, j'en serais partie, ou plus exactement, je ne serais pas venue. J'ai accepté cette proposition d'en être sur 2 engagements du Premier ministre. D'abord, le premier, c'est qu'il n'y aurait pas de préférence nationale, autrement dit de tri entre des citoyens en situation régulière et d'autres citoyens. Et deuxièmement, que nous reverrions la réforme des retraites au terme d'un dialogue social approfondi. Ces 2 conditions-là ayant été remplies, pour l'heure, je m'y sens parfaitement à l'aise. Pour l'heure, Par ailleurs, pour l'heure. Pour l'heure, on ne sait jamais. Par ailleurs, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. Et je vais vous dire, moi, ce que je vois sur le terrain, où je suis régulièrement dans les quartiers. Je vois que le trafic de drogue et la criminalité dans les quartiers, c'est ce qui pourrit la vie des habitants. Et la première chose que me demandent les habitants, c'est de lutter contre l'insécurité. Donc, moi, je suis tout à fait rassurée d'avoir un ministre de l'Intérieur qui a dit « Mon combat, c'est d'éradiquer le trafic de drogue ». Et je peux vous dire que c'est le préalable à l'action de la ministre de la ville que je suis. Tous les budgets que j'investis dans l'enfance, dans la prévention, dans la jeunesse et dans la culture, tous ces budgets-là, si j'avais pas un ministre de l'Intérieur qui a déclaré la guerre aux trafiquants de drogue, toute mon action serait réduite. Donc là, nous avons besoin d'avancer ensemble. Trafic de drogue, narcotrafic. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un député LFI était un ex-dealer, Louis Boyard, et qu'un autre député, Andy Kerbrat, a acheté ses doses de drogue pour stimuler sa libido avec l'argent de ses attributions par l'Assemblée? Écoutez, c'est une inversion complète des valeurs. Ouais. C'est l'inverse. Qu'est-ce qui est une inversion complète des valeurs? Ce qui est une inversion complète des valeurs, c'est d'avoir des députés LFI qui ont consommé de la drogue et en plus l'assument. Non, c'est pas consommé, c'est vendu de la drogue, dealer. Oui. Et Kerbrat qui... non mais, pardon, mais consommer de la drogue, c'est pas exactement exemplaire. Donc je maintiens que la consommation de drogue, c'est extrêmement dangereux, que précisément dans les quartiers, on explique aux jeunes que la drogue tue, que la drogue détruit les santé, détruit les familles. Donc, on est en droit d'attendre de la part des responsables politiques qu'ils tiennent ce discours et qu'ils le pratiquent sur eux-mêmes. Donc, l'attitude des insoumis de ce point de vue-là est en dessous de ce à quoi on est légitimement en droit d'attendre. Autre dossier, vous parliez d'immigration. Bruno Retailleau dire sur le ton sur la naturalisation, il a raison ou pas? Il y a aujourd'hui, en France, la nécessité d'arriver à faire vivre notre société et à mieux intégrer. Donc moi, ce que je veux, simplement... Vous dites d'ailleurs intégrer ou assimiler? Moi, je dis intégrer. Deux termes différents. Moi, je dis intégrer, mais au sens fort. Intégrer, ça veut dire renforcer les exigences et renforcer les moyens pour qu'on apprenne le français rapidement. Ça veut dire faire respecter les lois de la République partout. Ça veut dire faire respecter la laïcité partout. Mais de façon libre, c'est-à-dire que chacun a la liberté de conscience. Mais attention, dans un cadre qu'il faut bien distinguer la pratique de l'islam politique. On va en reparler de l'islam et de l'islamisme. Bruno Retailleau avait déclaré en septembre que l'immigration n'était pas une chance pour la France et que l'état de droit n'est pas intangible. Vous êtes sur la même ligne ou pas? Pas du tout. Hein. Alors vraiment pas. Alors vraiment pas. Non. C'est quoi votre ligne alors? Le premier. Moi, ma ligne, c'est la. Mais comme moi, disait ma ligne, Bernard c'est la Stasi, liste. Une chance pour la France. Mais et moi, la loi, rien que la loi, toute la loi. L'état de droit est là pour nous préserver. Point 1. Faut-il faire évoluer l'état de droit sur certains points? Probablement. Mais tant qu'il est là, c'est le cadre intangible. Parce que si on ne respecte pas la loi et la Constitution, alors il n'y a plus de démocratie. Premier point. Et ensuite, l'immigration. Deuxième point. L'immigration peut être une chance pour la France à condition qu'on sache intégrer et à condition qu'on sache faire respecter les lois de la République. Autre dossier, c'est ce week-end. L'actualité de ce week-end qui a été marquée par ce rodéo qui a viré à l'attaque sauvage hier à Évian. Un pompier de 38 ans est toujours entre la vie et la mort après avoir été percuté sciemment par le conducteur d'une voiture, un petit dealer bien connu de la police. Est-ce que cette tentative de meurtre ne confirme pas le constat de votre collègue Gérald Darmanin, qui estime que la violence
et s'est métastasé dans le pays à cause du narcotrafic et qu'il n'y a plus de lieu safe, de lieu sûr en France? Moi, ce que je crois, c'est que la société craque de partout. C'est que rien ne va plus du point de vue de la violence. Il y a quelque chose qui s'est profondément délité. Et à cause de quoi? À cause de qui? La responsabilité que nous avons, c'est d'être bien plus efficace sur la question éducative. Vous savez, on ne peut pas tout attendre des policiers, des pompiers et des militaires. Et d'ailleurs, c'est pas possible, mais c'est pas souhaitable. Et pas forcément aussi des enseignants, il y a aussi les parents. C'est pour ça que je vous dis que une fois que le ministre de l'Intérieur a fait son travail et une fois que les forces de l'ordre ont rempli leurs fonctions, il reste tout un pan des pouvoirs publics et de nos politiques qu'on doit bouleverser et changer. Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin? L'éducation, la famille, la santé, les conditions dans lesquelles on grandit. Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin, il n'y a plus de lieu safe en France? Non, je ne dirais pas ça. Je dis simplement que non, je ne dirais pas ça. Mais moi, je ne suis ni ministre de la Justice ni ministre de l'Intérieur. La seule chose, c'est que je veux qu'on soit beaucoup plus efficace pour lutter contre la violence, et que pour ça, on peut pas tout mettre sur le dos du pouvoir régalien. Il y a aussi un autre travail à faire, prendre la souffrance dès la racine, travailler dès l'enfance, et à nouveau, je vous le dis, investir massivement sur la prévention éducative, sanitaire et sociale. Bruno Retailleau, dans le JDD, il parle de nouveau d'ensauvagement de la jeunesse et il constate que les jeunes ne craignent plus rien. Est-ce qu'il a vraiment tort? Quand je vous dis que ça... Ensauvagement de la jeunesse. Mais quand je vous dis que ça craque de partout, que la société se déchire, que la société se délite, je fais ce constat qu'il y a un grave problème dans le rapport à notre société française au niveau de la jeunesse. Donc, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus efficace pour prévenir tout ça. C'est notre responsabilité. Beaucoup plus sévère, de Retailleau toujours. Non. Il dit qu'il entend redonner à la sanction tout son sens et mettre en place des courtes peines d'incarcération dès les premiers délits. Peines d'incarcération dès les premiers délits. Ça va dans le bon sens ou pas? Ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'il faut passer par ça? Pas. Je pense qu'il faut beaucoup plus se tourner sur la prévention. Bien sûr, il faut sanctionner. Mais est-ce que vous croyez vraiment... Est-ce qu'il faut revoir l'excuse de minorité inscrite dans l'ordonnance de 45? Je ne prendrai pas position là-dessus. Je pense que le plus efficace, à mon avis, c'est de prévenir. Vous savez, quand on envoie quelqu'un en prison, donc vous connaissez les taux de récidive, notamment pour les jeunes. Il avait été évoqué à juste titre de multiplier les centres éducatifs fermés, qui sont des solutions d'incarcération pour les jeunes, qui permettent la réinsertion. Je crois beaucoup plus à ces solutions-là qu'au durcissement systématique des peines, attendu que, même dans les prisons aujourd'hui, il y a trop de monde et qu'on n'arrive même plus à appliquer les peines qui sont prononcées par les magistrats. Donc pas de prison pour les jeunes? Mais pour les petits délits? Une sanction, c'est indispensable. On n'éduque pas un enfant sans limite et sans sanction, et en particulier un adolescent. Donc ça, c'est certain, et c'est leur rôle. Moi, maintenant, je dis, attention, on a délaissé le terrain de la prévention, de l'éducation, du sanitaire, du social et des problèmes psychiques chez l'enfant. Donc, si on n'est pas capable de prendre à bras-le-corps ce qui se passe dans la vie d'un individu de 0 à 10 ans, en particulier dans les milieux les plus précaires et en particulier dans les quartiers, eh ben on continuera à avoir une augmentation de la violence et continuera à dire qu'il faut augmenter les peines de prison et on continuera à fabriquer de la délinquance. Augmentation de la délinquance, de la violence. Il y a eu ces débordements mercredi en marge de la demi-finale de la Ligue des Champions et de la victoire du PSG au Parc des Princes. Qu'est-ce que ça vous fait dire? Ça m'évoque... Il y a eu cette déclaration de la maire du 8e, Jeanne Dautesser, LR. On a vu débarquer des fous furieux, la racaille de banlieue à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'évoque exactement la même chose que le sentiment de colère et de révolte lorsque j'ai vu ce pompier d'Évian-les-Bains qui se fait percuter par un jeune récidiviste, qui par ailleurs avait déjà 19 ans, et déjà récidiviste. Déjà récidiviste, qui le percute volontairement. Et qui lui crache dessus après. Et en plus, voilà. Donc ça m'évoque exactement la même chose. C'est-à-dire? Ça craque. Il n'y a plus de garde-fou éducatif et il y a quelque chose qui s'est délité dans cette jeunesse qui a mal grandi. Donc il faut réparer tout ça. Moi, c'est plus la jeunesse que vous avez connue quand vous étiez jeune? Enfin, vous n'êtes pas vieille, mais quand vous étiez adolescente. Il y avait de la violence, mais je trouve que là, on a passé un cap sur la violence. On a passé un cap avec le non-respect absolu des règles et de l'autorité. Donc, il faut revenir sur cette éducation, mais il faut le faire vraiment. Il y a toute une jeunesse qui a été larguée, il y a toute une jeunesse qui a été abandonnée. Dans les quartiers, encore une fois, le nombre d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, c'est ça qui provoque aussi ensuite de la souffrance, puis de la criminalité. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à changer de braquet là-dessus
et à reprendre depuis le début la question éducative, la question sociale, la question familiale. Dites vous-même qu'un enfant à 2 ans est un enfant qui déjà est poreux à son environnement. Mais des quartiers, vous parlez de l'islamisme. Précisément dans les quartiers. Vous parlez de l'islamisme tout à l'heure. Il y a une responsabilité au niveau justement de ces associations islamistes. Est-ce qu'il y a un lien à faire, un lien que vous faites entre islamisme et narcotrafic? Mais il y a un lien que font les forces de l'ordre et les enquêteurs sur l'islamisme politique et le narcotrafic. Islamisme politique et le narcotrafic. Il y a un lien que font certains enquêteurs, oui, bien sûr. Vous faites en tant que ministre de la Ville? Moi, je n'ai pas de dossier à commenter là aujourd'hui, donc je ne le ferai pas aujourd'hui. La seule chose que je constate, c'est que ces quartiers deviennent des ghettos. Pas tous, mais certains, et que dans ces ghettos, il y a des narcotrafiquants qui règlent les allées et venues et qui, pour ceux qui deviennent les plus virulents, entretiennent aussi des liens avec les réseaux de l'islamisme fondamentaliste. Oui, il y en a certains, oui. Alors, dans l'actualité, Juliette Méadel, de la semaine, il y a la publication de ce livre enquête, La Meute, des journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux, qui étrille les méthodes de fonctionnement de la France insoumise, décrivant une formation totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, de son management toxique, de la violence verbale du clan Mélenchon, de leurs menaces ou de l'excommunication d'anciens fidèles, le tout sur fond d'antisémitisme, notamment du couple Mélenchon-Chikirou. LFI, c'est quoi? C'est un parti ou c'est une secte? Mais écoutez, moi je trouve que on Vous a l'impression avez parlé de secte tout à l'heure. On a l'impression que tout le monde découvre que les insoumis sont structurés comme une secte. Ça fait penser aux pratiques staliniennes de l'époque. C'est-à-dire que c'est à la fois antidémocratique, on élimine tout ce qui ne vous ressemble pas et on se donne bonne conscience en tolérant les propos antisémites. Mais ça fait des années que c'est comme ça. On se donne bonne conscience ou on favorise? On se donne, c'est-à-dire ils se donnent bonne conscience en tolérant les propos antisémites qu'ils essayent de corréler à la politique. Et pourquoi ils se donneraient bonne conscience en tolérant? Parce qu'ils essayent, et c'est là qu'est l'antisémitisme, de faire un lien entre la politique de Netanyahou et la communauté juive. Ça, c'est scandaleux. Moi, et vous avez d'ailleurs, je précise que ce que vous dites là à l'instant, Charlotte Belaïch, co-auteur du livre, raconte que Jean-Luc Mélenchon l'a traité d'agent du Likoud, ce à quoi elle répond qu'elle n'a jamais pris position parce qu'elle a un nom à cause de son nom juive, ce à quoi elle répond qu'elle n'a jamais pris position sur le conflit israélo-palestinien et que c'est parce qu'elle a un nom juif qu'il suppose qu'elle défend les intérêts d'Israël. C'est quoi, si ce n'est pas d'ailleurs ce que vous dites, de l'antisémitisme autour de ce vieux cliché de l'extrême droite? Bien sûr. Sur la double allégeance. Mais depuis le début, depuis le 7 octobre, depuis le 7 octobre, Mélenchon flirte avec cet antisémitisme nauséabond et interdit qu'on puisse avoir cette formule « je conteste » Netanyahou, qui est un dirigeant d'extrême droite, et en même temps, je condamne les attentes antisémites sur le territoire français. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le sens de la tribune de Delphine Orviller. Mais elle a raison. Moi, je l'avais dit dès le mois d'octobre, juste après les attentats du Hamas en Israël, où je souhaitais et demandais instamment à la gauche dite normale, donc au Parti socialiste, de couper définitivement les ponts avec Jean-Luc Mélenchon et avec les Insoumis. Parce que ce serait trop facile. Non, j'étais pas au Parti socialiste, j'en étais partie, mais j'étais évidemment sympathisante et dans la mouvance, et je leur ai demandé instamment de rompre définitivement avec Jean-Luc Mélenchon. Il suffit de lire le communiqué de presse du Parti socialiste aux attentats des... Et est-ce qu'ils l'ont fait aujourd'hui? Mais ils ne l'ont pas fait encore avec assez de fermeté. J'espère que le congrès du Parti socialiste sera l'occasion de clarifier la ligne. On ne peut pas aujourd'hui supporter ce compagnonnage malsain, délétère et dangereux avec les Insoumis quand on est un parti de la République française et surtout quand on est un parti de gauche. Fabien Roussel, il accuse LFI d'être une secte dirigée par un couple. Jean-Luc Mélenchon et sa compagne Sophia Chikirou. Est-ce qu'il a raison? Et deuxième question, parmi les citations attribuées dans ce livre, La Meute à Sophia Chikirou, il y en a deux. Tu sais pourquoi? Deux qui sont intéressantes, on va dire, entre guillemets. Tu sais pourquoi il faut se vacciner? C'est Sophia Chikirou qui parle, parce qu'il y a deux catégories de personnes qui le font, les riches et les juifs. Autre citation de Chikirou, ce ne sont pas deux petits juifs qui vont me prendre mon argent. Tout ça est monstrueux. Vraiment, tout ça est choquant. Mais encore une fois, c'est pas un scoop.
ça fait des années. Mais là, c'est une accumulation de 200 témoignages. Oui. C'est pour ça que ça fait parler. Mais il y a des gens qui ne le savaient pas. Moi, ça fait des années que je combats les insoumis. Je vais vous raconter une histoire. Dans ma ville de Montrouge en 2020, le candidat insoumis au second tour s'est maintenu pour m'empêcher de gagner alors que j'étais arrivé en tête. Le député de la circonscription, c'est Aurélien Saint-Toul. Hein. Et le député, c'est Aurélien Saint-Toul qui a préféré faire alliance avec la droite plutôt que de soutenir une candidate de gauche. Tout ça pourquoi ? Parce que l'objectif des insoumis, c'est de fracturer le pays et c'est de conduire à la violence pour être seul face à Marine Le Pen. Et ils sont prêts à tout, y compris à faire monter l'antisémitisme. Alors un livre qui a débouché sur ce parallèle fait par Alain Jakubowicz, l'ancien président de la LICRA, le président d'honneur de la LICRA, c'était le 8 mai sur BFM, un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et Goebbels, dans la mesure où, selon lui, la meute raconte l'histoire d'un mouvement fasciste autour de Mélenchon, l'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. C'est fascinant, en même temps, ça fait froid dans le dos. C'est Jakubowicz qui part. Donc c'est un parallèle sans doute exagéré. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je crois qu'il ne faut pas faire de parallèle excessif et donc faux, parce que ça ridiculise le propos, même si, par ailleurs, la LICRA mène un combat légitime. Si on doit faire des comparaisons, je pense que Jean-Luc Mélenchon, hélas, a vrillé, a basculé, parce qu'il y a plus de 15 ans, ça n'était pas l'homme qu'il est devenu. Moi, j'ai connu un homme républicain, un homme tout sauf encourageant l'antisémitisme, et quelqu'un qui était vraiment dans le champ classique de la gauche. De la gauche, il a cité 2015, c'est lui qui a prononcé l'éloge funèbre à Charbes, après son assassinat. Mais oui, et donc je crois que... Mais bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un de tout à fait... je vous dis républicain et de tout à fait normal. Donc il a changé, il a profondément changé. Il n'est pas le seul. Hein. Le problème, c'est aussi son entourage. C'est-à-dire que quand certains font mine de dire à gauche qu'il suffit de se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon pour se débarrasser de leur idéologie. C'est aussi bien en PS que chez les Verts. Hein. Mais c'est une hypocrisie. C'est faux. Le problème est un problème de fond qui ne concerne pas que Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, les pratiques de l'entourage insoumis et aussi d'une partie, il faut bien le dire, de la gauche, c'est aussi des pratiques qui relèvent de la gauche. Mais vous avez ça à l'extrême gauche, vous avez ça dans tous les rangs de la gauche. Il faut remarquer d'ailleurs que le LFI est allié avec le NPA. Hein. Mais bien sûr. Et vous avez des pratiques staliniennes, moi que je n'ai jamais supporté dans cette gauche républicaine dont je me revendique. Il y a des pratiques staliniennes qui consistent à vous excommunier dès lors que vous n'êtes pas d'accord exactement avec tout sur toute la ligne. Pas au PS. Mais bien sûr que si, ça arrive. Moi, je l'ai vécu. Mais bien sûr que si. Donc, il y a un moment où il faut arriver à dire la gauche, c'est le débat, c'est la démocratie, c'est la contradiction, c'est la lutte contre l'antisémitisme et c'est la lutte contre le racisme. C'est ça, la gauche. On revient sur Mélenchon. Si le parallèle entre Mélenchon et Goebbels paraît excessif, exagéré, on a souvent comparé le parcours de Mélenchon à celui de Jacques Doriot. On précise les choses. Doriot passait du Parti communiste français, dont il a été exclu en 1934, à la collaboration. Il a fondé le Parti populaire français avant de devenir un partisan zélé de la collaboration autour d'une fascination certaine pour les solutions de type totalitaire et pour l'antisémitisme. Ce parallèle, Mélenchon-Doriot, est-ce qu'il est légitime ? Non, je n'irai pas jusque-là. En revanche, un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et les méthodes des staliniens, oui, même s'il est de formation trotskiste et en particulier lambertiste, moi je trouve qu'il s'est durci et il ne renie pas des méthodes qui sont aussi des méthodes d'inspiration stalinienne. D'inspiration stalinienne. Et Mélenchon, vous dites, il a déclaration, je crois, vous avez dit, au relais antisémite. Est-ce que la question qu'on se pose depuis 7 octobre, est-ce qu'il est antisémite ? Et beaucoup disent, LFI, c'est le premier parti antisémite de France. Et vous ? Moi, je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont fait monter l'antisémitisme en France avec des formules très ambiguës. Et certains ont eu des propos antisémites dans les plus proches de Jean-Luc Mélenchon qui sont tout à fait scandaleux. Mais plein, que ce soit... Il y a eu des propos antisémites chez Émeric Caron, il y a eu des propos antisémites chez toute leur... Rima Hassan. Mais bien sûr, il y a eu des propos antisémites qui ont été tenus et qui n'ont... Et même Jean-Luc Mélenchon sur la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a eu des mots... Quand il dit au patron de presse, il serait prêt à vous couper les cheveux pour en faire des édredons. Non, mais ça rappelle des souvenirs monstrueux. C'est monstrueux. Donc, il a fait le pire dans tout ça. C'est non seulement ses propos qu'il a tenus, mais surtout qu'il a fait monter l'antisémitisme et qu'il a mis un signe égal, ça c'est dramatique, entre la communauté musulmane et l'antisémitisme, ce qui est choquant. Parce que tous nos compatriotes musulmans qui ne sont absolument pas antisémites, lui, il a forgé cet électorat-là pour chercher le clivage. Et par ailleurs, il a mis aussi un signe égal entre juifs
est pro-Netanyahou. Et ça, c'est extrêmement choquant. Et c'est ce que dit d'ailleurs Aymeric Caron de Delphine Orvillère. Mais c'est scandaleux. Et alors... les Juifs de France, la communauté juive, sont français. Mettre un signe égal entre une autre nationalité juive, c'est de l'antisémitisme. Et quand Mélenchon et les autres, Caron, Léaumont, Guiraud, Panot, Bompard disent taxer les Juifs qui se sentent un peu solidaires des souffrances des Israéliens, sans être en étant aussi heurtés par ce qui se passe à Gaza. Il les taxe de génocidaires. Tout ça fait partie de cette stratégie de la guerre civile que les insoumis poursuivent et contre laquelle nous sommes un certain nombre à nous élever. Moi, je suis solidaire de toutes les souffrances humaines, de l'immense souffrance des victimes des attentats du 7 octobre. Je le rappelle, qui sont victimes du terrorisme islamiste comme nous l'étions sur le sol français quand nous avons vécu les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de l'Hypercacher, les attentats de novembre, les attentats des terrasses, les attentats de Nice. Il aurait dû y avoir une vague de solidarité universelle au moment des attentats du 7 octobre. Au lieu de ça, on a assisté à une augmentation, une explosion des atteintes antisémites, y compris en France. Ça, c'est une régression profonde, c'est une régression pour notre société, c'est une régression pour la société française et pour la démocratie. Et tous les responsables politiques, surtout à gauche, devraient combattre ça. Et puis il y a les mots, les terminologies, les expressions utilisées par les insoumis. 2018, Coquerel, il pose une question au moment de l'anniversaire de la création d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de la Nakba, en ce jour de Nakba. Voilà. Vous avez aussi tous ces termes utilisés par Bompard, Panot, Soudé, Léaumont, Porte. Mais vous savez qu'ils sont vraiment dans une stratégie de destruction. Moi, dans les quartiers, Rima Hassan, la Palestine de la mer au Jourdain. Ils sont en train de chercher à fabriquer des ferments de guerre civile. Dans les quartiers où je suis, je peux vous dire qu'on ne me parle jamais de ces sujets. Ça, ce sont des sujets de politicaillerie, de politicaillerie de pseudo-intello de gauche. Mais je peux vous dire que les habitants des quartiers me parlent de santé, me parlent de leur travail, de leur avenir, de la propreté dont je m'occupe. Parce que moi, bien entendu de la sécurité, mais moi, je m'occupe de ça dans les quartiers. Moi, je m'occupe de ça dans les quartiers. Non, on ne me parle pas d'immigration en ce sens, on me parle plutôt de conditions de vie. Et quand on dit ferment de guerre civile, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils cherchent à créer un vote anti-républicain et un vote antisémite. Or, ça n'est pas... Les habitants des quartiers que je vois, dont je m'occupe, ne me tiennent pas ces propos. Moi, je m'occupe d'améliorer leurs conditions de vie concrètement. Et d'ailleurs, je commence à avoir des résultats dans les parties communes des logements sociaux. J'ai augmenté les investissements puisque j'ai signé une convention de 350 millions d'euros dans les quartiers pour soutenir la création de maisons de l'enfance, pour soutenir l'accompagnement social et sanitaire. Et ça, c'est du concret. Et par ailleurs, je m'occupe aussi avec beaucoup d'exigences et de force des femmes dont je souhaite qu'elles s'émancipent par le travail. Ça, vous voyez, les insoumis, je ne les vois jamais sur ce terrain-là. Jamais. Il crée des ferments de guerre civile. 15 jours après déjà une première manifestation, il y a un deuxième rassemblement qui a lieu au moment où nous parlons, un rassemblement contre l'islamophobie de LFI. Mais qu'on aille manifester contre le racisme, qu'on aille manifester contre la haine anti-musulman, contre l'antisémitisme, mais oui, c'est très bien. Mais pourquoi instrumentaliser une haine contre une autre ? Pourquoi chevaucher une haine pour renforcer la haine d'un autre ? C'est de la haine de soi. Ces rassemblements contre l'islamophobie. Ils cherchent le conflit, le chaos, ils cherchent à semer les graines de la guerre civile et nous devons lutter contre ça. Ça veut dire que la France est au bord de la guerre civile ? Non. Heureusement que non, parce que nous avons des institutions et un peuple français solide qui sait ce qu'il veut. Sauf qu'il faut être très prudent, parce que la démocratie est fragile. Et regardez la société et la jeunesse, quel exemple ça donne face à une jeunesse où ça craque de partout et qui n'a plus de repères. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et les LFI, ils ne sont pas en train de pourrir la jeunesse ? Je pense que tous les extrêmes donnent un message délétère pour la France, et surtout pour les jeunes. Vous faites un signe égal entre LFI et RN ? Je fais un signe égal entre toutes les formes de haine et de racisme. Toute la manifestation de l'extrême droite qui a eu lieu il y a 2 jours ou hier, et la virulence des insoumis, c'est juste un appel au rejet de l'autre et à instrumentaliser une souffrance pour une haine. Et c'est ça contre quoi je m'érige. Femme de gauche, je ne sais pas si vous êtes toujours de gauche. Je suis de gauche, mais bien entendu, pas encartée, mais de gauche, bien sûr, gauche républicaine. Vous êtes à l'aise ? Très à l'aise, parce que vous savez, la sécurité n'est pas un gros mot pour la gauche républicaine. La sécurité, c'est la première des libertés.
être capable d'intégrer la population immigrée avec un haut niveau de service public et d'exigence sur le respect des principes, c'est aussi l'avenir de la France. Et à cette condition, l'immigration est une chance, oui. Une chance pour la France. Et puisqu'on a parlé de Bruno Retailleau, Édouard Philippe, il rêve d'un pacte avec le ministre de l'Intérieur dans la perspective de la présidentielle de 2027, pas 2017. Vous aussi, c'est un rêve pour vous? Non, mais moi, Retailleau, attendez. Moi, je veux juste pouvoir réussir ce que nous sommes en train d'entreprendre au gouvernement. Je suis en train de faire d'adopter des réformes très importantes. Philippe, le ticket gagnant? Mais ils verront... Je voudrais déjà qu'on recrédibilise l'action politique et on est en train de le faire avec le Premier ministre et tous mes collègues du gouvernement. Essayons déjà, moi je vous le dis à vous, les journalistes aussi, prenons le temps de la confiance dans l'action publique. Moi, mon credo, c'est la politique par la preuve. C'est le langage de l'action. Je suis en train d'obtenir des résultats. Je présente régulièrement mes avancées, comme mes autres collègues au gouvernement. Il y a des tas de ministres avec lesquels j'avance bien, la santé, l'éducation, l'intérieur. On continue comme ça, on avance. Et si on a réussi à faire avancer un petit peu les choses d'ici aux élections présidentielles, je pense qu'on aura déjà fait beaucoup pour la démocratie. Et Philippe Retailleau? Mais écoutez, c'est pas à moi de faire des commentaires, ils font ce qu'ils voudront. Merci en tout cas Juliette Méadel d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci à vous. Et à dimanche prochain. Merci.